Bonjour, bonjour. Je reviens vers vous pour vous présenter un sujet très intéressant, le goût de l'effort. Hier, une jeune fille que j'apprécie beaucoup, Awa Sangaré des Mureaux, animatrice, à la suite d'une émission à laquelle j'avais participé sur l'intégration économique, m'a entendu parler effectivement du goût de l'effort et me dit, Monsieur Sissoko, j'ai bien écouté votre émission. Et j'ai une question. Mais qu'est-ce que le goût de l'effort? Je lui réponds. Je voudrais tout simplement aussi saluer une directrice d'école à Chenevière. Comme vous le savez, ça fait plus de 7 ans que je forme dans le cadre de mes activités que j'accompagne une association à Chenevière qui s'appelle Rayon de Soleil et il y a une directrice qui accepte de venir assister à nos conférences, à nos temps de parole pour nous écouter, nous accompagner et puis aussi rencontrer les familles en dehors de l'école. Et lors d'une de mes interventions, elle prend la parole pour compléter, me dit, Monsieur Sissoko, vous avez oublié quelque chose que vous connaissez très bien. Vous n'avez pas parlé du goût de l'effort. Il me dit, vous savez, c'est très important quand je vois les parents prendre les cartables des enfants. 2 cartables. Les enfants ne font rien. On n'apprend pas aux enfants ainsi. Il faut que les enfants apprennent effectivement à porter leur cartable. C'est un détail, c'est important. Donc je remercie ces 2 personnes-là de m'avoir, comment dire encore, mis sur le chemin. Il faut tout simplement comprendre une chose. Le goût de l'effort, c'est quoi? Pour le comprendre, il faut penser à la famille, à la construction de la famille. Comment fonctionne une famille? On est dans les familles traditionnelles. Hein. Quand je fais cette émission-là, c'est pour parler de l'Afrique en général, mais du monde, de l'Afrique en particulier, mais du monde en général. Tous mes propos sont utilisables dans toutes les aires géographiques. Voilà. Il faut comprendre comment fonctionne la famille africaine. La famille africaine, l'enfant naît, et puis il a une éducation générale, sans tenir compte du sexe. À partir d'un certain âge, 5 ans, 6 ans, l'éducation est genrée, c'est-à-dire que c'est le genre. Si c'est une fille, elle sera coachée par sa maman, les femmes, quand c'est un garçon, par les hommes, etc. Et bien souvent, on laisse l'enfant, on dit que l'enfant est un ignorant, il ne sait rien. L'enfant est innocent, il est insouciant, l'enfant doit être accompagné à tout bout de champ, etc. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais, comment dire encore, il faut aussi savoir que tout s'est fait dans l'éducation. Comment dire encore, c'est un entraînement. L'éducation est un entraînement. Comment dire encore, quand on, quand on veut initier un enfant, il faut le préparer. Il faut le préparer. Si cette émission était faite, disons, pour les adultes seulement, je dirais que pour le goût de l'effort, il faut avoir un but, il faut avoir une destination, une cible, etc. Mais quand il s'agit des enfants, l'enfant ne sait rien. Ok, il ne sait rien, mais on peut lui apprendre quelque chose puisqu'il a l'intelligence, etc. Donc on doit lui inculquer des repères, on doit lui inculquer des choses, on doit l'initier, on doit lui apprendre effectivement, comme dans Amadou Ampateba, vous le savez très bien, les rites d'initiation, hein, etc. Donc dire que l'enfant ne sait rien, c'est faux, et c'est Dolto qui nous dit que l'enfant est une personne. Donc l'enfant, il faut lui apprendre quelque chose. Dans le système casté, vous savez très bien que l'enfant très jeune, s'il est forgeron, s'il est musicien, etc., c'est très tôt qu'il va acquérir les connaissances. S'il fait l'école coranique, c'est très tôt qu'il va acquérir les connaissances. Donc on va le préparer très tôt. Mais on parle ici des enfants de la généralité. Donc qu'on va laisser faire, etc., comme si la nature allait faire les choses. Non, la nature ne fait pas toutes les choses. Hein. C'est à nous, parents, d'intervenir et de les aider. Donc nous avons une vie familiale un peu paradoxale qu'il faut tenter de comprendre pour mieux aiguiller, accompagner nos enfants dans comment on appelle ça encore, dans l'acquisition, dans le processus pour devenir adulte. On est d'abord un individu, après une personne, et cette personne-là et cet adulte-là qui va être dans la société. Je prendrai souvent l'exemple de l'éthologie. Vous voyez, quand le chaton
quand la chatte met bas, les chatons vont apprendre à monter sur un arbre, mais ils vont tomber. Ils tombent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la maman. La maman tourne le regard. Et pourquoi la maman tourne le regard? C'est pour simplement que l'enfant va apprendre effectivement en tombant. C'est-à-dire que quand l'enfant tombe, quand le chaton tombe, il regarde la maman. Si la maman le regarde, il va pleurer. Mais si la maman ne le regarde pas, il va comment dire encore, se relever très vite et il va continuer ce qu'il a à faire. Donc, il y a une façon de regarder l'enfant, il y a une façon de lui venir en aide, etc. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il crie qu'on doit venir en aide. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne le prépare pas. On n'a pas dit de laisser les enfants souffrir. On a dit d'avoir une surveillance, une vigilance soutenue, une vigilance intelligente. Voilà. Par exemple, les animaux, comment dire encore, les éléphants, quand un éléphant naît, il a du mal à se mettre sur ses pattes. Les grands éléphants vont venir à côté pour l'aider effectivement à se tenir. C'est lui qui va faire l'effort pour se relever, se mettre sur ses pattes, etc. Mais le groupe va être à côté. Quand tu chantes, ne chante pas seul. Donc, il y a effectivement cet accompagnement du groupe qui est extrêmement important. Il faut savoir encourager un enfant, il faut savoir effectivement l'inciter à faire, il faut l'habituer effectivement à ça, à travailler, à faire des choses, à s'exercer, à imiter les parents, etc. Vous savez très bien qu'en France, par exemple, on dit il y a souvent des conflits de génération dans des maisons. Vous avez des parents qui n'ont jamais travaillé et quand ils ont des enfants, il leur est difficile de leur dire lève-toi le matin, va au travail. Et il va dire au papa, mais et toi, toi qui dors jusqu'à midi, qui ne fous rien, etc., tu me dis maintenant, toi, va au travail, je ne t'ai jamais vu aller au travail, etc. Ça crée des conflits dans les maisons, etc. Et au Japon, qu'est-ce qu'ils font? Le papa, même s'il perd son travail, il va se lever très tôt le matin pour partir. Et dans nos traditions africaines aussi, on se dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous allez voir les parents, même pour prier, dans la prière, ils vont se lever très tôt pour prier, etc., etc. Il y a un rythme de la vie, effectivement, on s'habitue à se lever tôt, à faire des choses, à balayer, à prier, etc. Donc c'est un exercice, c'est un effort qu'on prend très tôt. Si effectivement, dans le goût de l'effort, il faut comprendre aussi que certes, nos jeunes maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'argent facile, la facilité. La facilité n'arrange rien. La facilité vous mène souvent en la police ou en prison. Mais quand on a l'habitude de travailler, d'accord, on gagne ce qu'on gagne à la sueur de son front et c'est mérité. Très tôt en France et ailleurs, par exemple dans les maisons, on va demander à l'enfant très jeune, aide-nous à mettre la table, va prendre les couverts, va prendre les couteaux, les serviettes, etc., etc. Donc on l'incite à participer à la vie de la famille, d'accord? Balaye ça, fais ça, fais ça. Ce n'est pas faire travailler, c'est l'inciter tout simplement à faire, à agir, à ne pas croiser les bras, d'accord? À être ce spectateur inutile, d'accord? Il faut qu'il soit un acteur, même s'il est chaque chose en son temps, chaque âge, son type de travail qu'il doit faire, etc. D'accord? Son type d'activité, ce n'est même pas un travail, c'est une activité. D'accord? Donc l'enfant a naturellement besoin qu'on l'aide, qu'on l'accompagne, mais il a besoin aussi de voir, de faire, etc. D'accord? Il ne faut pas qu'on fasse tout à sa place. Nos sociétés sont des sociétés très solidaires. C'est-à-dire que vous allez voir dans une famille, quand quelqu'un est responsable d'une famille, c'est lui qui doit tout faire. Mais vous allez voir son jeune frère qui ne fait rien dans la vie, qui va avoir 2 femmes, 3 femmes, 20 enfants, et il compte sur qui? Sur le grand frère. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. C'est le grand frère qui doit tout faire. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, cette paresse-là, cette solidarité-là, quelquefois, nous trompe et ce n'est pas bien. On peut être solidaire. On peut accompagner les gens, mais quand quelqu'un est paresseux, quand quelqu'un n'a pas le goût de l'effort, il est difficile effectivement de l'accompagner parce qu'il vous plombe. Au lieu de vous relever, vous enfoncez. Et il faut éviter effectivement de prendre par la main les gens qui ne font rien. Il faut les inciter à bouger, à prendre des initiatives, etc., etc. Parce qu'ils sont capables, ils sont intelligents. Ils ont des ressources, ils ont des ressources, ils n'ont qu'à demander conseil, ils n'ont qu'à voir qu'est-ce qui se passe ici, comme ils n'ont qu'à lire, étudier, se former, etc. Donc votre cousin effectivement vous plombe et puis vous ne faites rien. Ce n'est pas normal. Il faut effectivement corriger ces choses-là. Voilà. Ensuite, il faut dire que, comment dire encore, le goût de l'effort est tout simplement une façon pour l'individu de s'ancrer dans la société.
de dire je vais participer, je vais mettre mon empreinte. En Suisse, on dit il ne faut pas avoir la main, des poils dans la main. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut agir. Travailler pour se payer quelque chose. Par exemple, nous, en France, quand les enfants doivent passer le permis, on leur demande effectivement de travailler, d'économiser. D'économiser une partie, on ne mange pas tout ce qu'on gagne, on économise et ensuite on investit dans son permis, on investit dans son premier loyer, dans son premier logement, etc. Quand tu veux quelque chose, donne-toi les moyens. Si tu ne te donnes pas les moyens, si tu attends tous les autres, ça ne marchera pas. Donc il faut se donner les moyens pour avoir quelque chose. Voilà, donc on se prépare. Il faut travailler pour se payer quelque chose, économiser de l'argent. Son argent de poche, il y a des enfants qui ont l'habitude de gérer de l'argent de poche, 2 euros, 3 euros. Vous leur demandez qu'est-ce que tu as fait, je l'ai mis dans ma tirelire. Pourquoi? Parce que demain, je vais acheter tout ça. Donc, c'est effectivement une mentalité qu'on va mettre dans la tête des enfants, les préparer. Le goût de l'effort, c'est avoir conscience qu'on est une personne capable de prendre des initiatives. De l'abnégation, il faut avoir du courage, il faut s'adapter, ne pas se laisser tomber, demander de l'aide, des idées, rejoindre, regarder ce qui se fait ailleurs, lire, écouter, comment faire, etc., etc. Prendre exemple sur autrui, imiter ses parents ou le voisin qui est coriace, qui est courageux, etc. Les lutteurs, les sportifs, tous ces sportifs-là, vous voyez, tous les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se démènent, rien ne tombe du ciel. Si tu veux avoir des muscles, il faut que tu te prépares, tu vas en salle de sport, etc. Tu as un coach. Le goût de l'effort, c'est prendre des risques, mais les risques calculés, comme je le disais à Sangaré. Prendre des risques, ça ne veut pas dire tu ne sais pas nager, tu vas dans la mer. Prendre des risques, ça ne veut pas dire tu ne sais pas nager, tu vas tomber dans le puits, ou bien tu ne sais pas nager, tu vas prendre les pirogues pour aller en France, etc. Là, c'est le suicide, ce n'est pas prendre un risque. On parle de risques calculés. D'accord. On parle de risque calculé. Le goût de l'effort, c'est une mentalité, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Le paresseux ne pouvait pas trouver, à l'époque, dans les sociétés traditionnelles africaines, le paresseux ne pouvait pas avoir une femme. Oui, c'était un critère. Il fallait un homme courageux, un homme travailleur pour avoir la femme qu'on mérite. Et l'homme qu'on mérite, etc. Donc on regardait dans les familles, il y avait des familles paresseuses. Et ces familles-là avaient du mal à trouver une femme ou à trouver un homme, parce que le cliché était là. D'accord. Donc, il fallait être un guerrier, il fallait être une femme courageuse, une femme qui porte de l'eau, qui aide sa maman, qui est derrière sa maman, qui l'aide, etc., etc. Un homme aussi qui est cultivateur, etc. D'accord. Il faut qu'on change nos mentalités et puis il faut qu'on sache qu'il faut faire des efforts partout pour tout simplement bien agir dans nos sociétés. Sinon, si on n'agit pas, si on attend tout du ciel, yalla, mais rien ne va descendre. Non, Dieu a dit, aide-toi, je t'aiderai. Mais si tu attends tout ça ne va pas du tout. Il faut travailler, il faut s'efforcer. Donc, il faut effectivement donner le goût aux jeunes d'innover, d'entreprendre. Il y a un coach ivoirien que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Les jeunes viennent le voir pour lui dire, nous, on n'a rien pour commencer un travail. Il leur dit, ah bon, assieds-toi, enlève, sorte tout ce qu'il y a dans ta poche. Les enfants, les jeunes, ils sortent, comment dire encore, ils sortent le iPhone 11, qui est très cher, la montre, les chaînes, les lunettes, etc., etc. Quand il pose tout ça sur la table, ça fait une valeur de au minimum 1 million. Il lui dit, ça c'est 1 million. Avec ça, tu peux commencer quelque chose. Mais c'est comme ça, tu veux entreprendre. Il faut savoir mourir pour renaître, comme le dit Platon. Il faut savoir mourir pour renaître. C'est-à-dire que tu investis. Tu investis, tu prends un risque pour avoir mieux. Mais si tu n'investis pas, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as personne pour t'aider, mais aide-toi. Vends ce que tu as. Vends ce que tu as. Ou bien vends la moitié. Et avec cette moitié, tu essayes de faire quelque chose. Ou bien tu essayes de regrouper autour de toi 2-3 copains. Vous aurez 3 millions ou 1,5 million. Et serrez-vous la ceinture, soyez courageux, innovants, et vous allez trouver des initiatives, des choses à faire. Et c'est ça, le goût de l'effort. C'est-à-dire qu'on doit mobiliser tous ces efforts, toute son intentionnalité pour réussir quelque chose. Mais si on attend des autres, ça ne marchera pas. Et les jeunes commencent à réfléchir avec... C'est en Côte d'Ivoire, c'est le coach Mamadou, je crois, il s'appelle. Et j'ai trouvé cette formule-là extrêmement intéressante. La personne est un être en devenir, d'accord? C'est un enfant est un être en devenir, c'est un adulte qui va se faire, l'adulte c'est celui qui va participer à la vie de la cité, etc., comme dans la Grèce antique. Pour éduquer un enfant, il faut tout un village, disait-on, tout un village. Donc, tout le village
se décide effectivement, regarde comment l'enfant se comporte et on l'incite effectivement, on a le droit de parler à l'enfant, de lui dire mets-toi sur le bon chemin, fais comme ça, on n'hésite pas à le... Vous savez ici avec le tutorat senior, les apprentissages dans les écoles françaises, etc. Donc on accompagne les jeunes, hein, on les accompagne. Il y a des écoles de formation, etc. où effectivement c'est sur la base du tutorat où le senior, le jeune va regarder le senior faire et il va apprendre. On apprend. D'accord. Le goût de l'effort est un chemin, c'est un cheminement avec des embûches. Rien n'est facile, rien n'est facile. Mais pour progresser, il faut du courage, il faut de l'esprit, il faut du cœur, il faut de l'entrain. Donc les obstacles seront toujours là, mais l'homme a la raison, la faculté de calculer, de réfléchir. Donc quand il y a un obstacle, il y a toujours une solution ou des solutions. Donc la capacité qu'on a de nous adapter aux situations qui nous font face, c'est à nous effectivement de trouver de l'esprit. Mais dès que le premier obstacle se pose, vous vous couchez. Ben non, ça ne marchera pas. Vous ne trouverez rien, vous n'aurez rien. D'accord. Le goût de l'effort, c'est la capacité effectivement de transcender, de dépasser, de sauter. Hein, vous voyez, comme je vous dis dans le sport, le saut à l'élastique, etc., l'haltérophilie, tout le sport, la lutte. Mais si les gens veulent réussir, c'est qu'ils s'entraînent. Ils s'entraînent, ils se donnent les moyens. Mais si vous ne vous donnez pas les moyens, ben, rien ne marchera. Il faut une boîte à outils. La boîte à outils, c'est quoi? Ce sont les ressources qu'on va, qu'on va regrouper tout le long de notre vie, tout le long de notre rencontre, ce qu'on va lire, ce qu'on va voir, etc. Ça nous fait une pièce, une malle à outils. Comme ça, à chaque situation, on essaye de retirer des sources qui vont nous aider effectivement à le dépasser, à dépasser l'obstacle. La formation, l'expérience nous permettent effectivement. Je disais avec 1 million, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de jeunes maintenant, quand vous les voyez, ils sont tellement bien habillés. Ça, c'est déjà un capital. Hein. Il faut l'investir pour avoir quelque chose. Donc, s'associer à 2, à 3 pour créer quelque chose et se serrer la ceinture et ne pas dire seulement que je vais briller. Non, avant de briller, il faut avoir. Hein. Il faut avoir. Et ça me paraît extrêmement important. Et je disais toujours qu'on apprend en tombant. Ce sont les obstacles, les échecs qui font que l'individu va se relever. Donc, on doit apprendre à l'individu, effectivement, d'avoir confiance en lui et de lui dire que tomber n'est pas un échec. Tomber, c'est au contraire que tu as essayé. Tu es mieux que celui qui n'a rien essayé. Voilà. Et maintenant, tu demandes conseil pour dire comment faire pour que la prochaine fois, je ne tombe pas, pour que la prochaine fois, je puisse transcender l'obstacle, etc. Il n'y a pas de saut métier. Hein. Avoir un travail ingrat vaut mieux qu'un travail où on gagne bien, mais de façon amorale. Le vol, fruit du vol, la corruption, le riba, et il y en a plein. Donc ne regardez ni à gauche ni à droite les voleurs, les gens qui sont malhonnêtes, etc. Vous travaillez, il est préférable, on le dit chaque fois en France ici, il est préférable de gagner sa vie dignement que de gagner sa vie de corruption, de riba, de malversation, etc. etc. D'accord. Avoir des valeurs, avoir une certaine honnêteté, et ça me paraît extrêmement intéressant. Vous savez, dans le cursus de la philosophie, il y a 3 philosophes que je vais citer ici qui ont effectivement parlé de ce sujet-là, du goût de l'effort, comment aider les jeunes, etc. Comment dire encore? C'est Descartes, en premier, qui, lui, vous savez que Descartes était dans le doute. On aurait dit que Descartes, puisqu'on doute, on ne va pas agir. Non, le doute permet d'agir, effectivement. Le doute permet de choisir. Tu doutes, mais en doutant, tu te dis, je vais essayer. D'accord? Il faut marcher. Voilà. Hein, quand l'individu était perdu, s'il était resté, sur place, il allait mourir, les fourmis allaient le manger. Mais il a décidé d'avancer. Donc, en avançant, il s'est incité, il s'est mobilisé, il a pris son courage à 2 mains pour avancer. Au moins, s'il n'arrive pas là où il doit arriver, mais il arrivera quelque part, plutôt que de rester sur place et de tomber mourir de faim. Ensuite, c'est Kant. Kant dit effectivement qu'il faut miser sur des activités sportives. Comme Platon le disait effectivement, Platon, dans l'éducation, dans la République, il y avait le sport collectif qui faisait partie intégrante de l'éducation. Donc les jeunes, ils luttaient, ils faisaient du corps à corps, etc. D'accord. L'éducation chez Kant, c'est résister aux caprices. Oui, les enfants ont beaucoup de caprices, vous le savez très bien, mais il faut savoir dire non. Le non constructeur qui va amener l'enfant effectivement à dire qu'on n'a pas tout comme on veut, etc. Et que les parents n'ont pas tout à donner quand ils veulent, comme ils veulent, etc. Parce qu'eux, ils vont travailler, etc.
Donc, il faut le non-constructeur. L'éducation n'est pas un esclavage aussi, il faut le savoir. Il faut préparer l'enfant, lui montrer qu'on l'aime, qu'on le soutient, qu'on est là pour l'aider. Par exemple, on doit pouvoir franchir des passerelles étroites, gravir des hauteurs escarpées où l'on voit devant soi le vide, marcher sur une planche vacillante. Si un homme ne peut pas faire cela, il n'est pas complètement ce qu'il pourrait être. Vous voyez, par exemple, dans Koh Lanta, c'est l'actualité, hein, le goût de l'effort. Hein, dans Koh Lanta, c'est un exercice, c'est un jeu qui est très intéressant où les participants se dépassent. L'idée de dépassement. Ils ne viennent pas ici pour faire le beau, mais ils viennent ici effectivement pour travailler, pour se dépasser les limites. Euh, tout ça pour renforcer effectivement son caractère, son esprit. Les difficultés à comprendre, les difficultés sont à comprendre, les intégrer et les dépasser. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas les dépasser. Et il y a un autre philosophe qu'on appelle Alain, il dit il faut faire éprouver la joie procure la difficulté. D'accord. La difficulté. Faire éprouver la joie procure la difficulté. Il dit tout simplement qu'il faut effectivement de montrer à l'enfant que ce qu'il a fait est bien. Le féliciter, l'encourager. D'accord. Éduquer, c'est fortifier la volonté qui est en eux. Voilà. Hein? Le goût de l'effort consiste à mettre entre les mains leur propre apprentissage. C'est-à-dire que mon destin m'appartient, ce qui implique deux conditions. Les soumettre en situation d'activité, c'est-à-dire qu'ils sont en activité, donc il faut regarder comment ils font, etc., et corriger. D'accord. Ils sont maîtres de leur vie, mais comme ils sont jeunes, ils sont incapables de trouver la bonne solution. L'expérience va faire qu'on va les détourner ou les réorienter, etc., leur donner des stratégies, etc. Deuxièmement, se mettre face à de réelles difficultés. Il ne faut pas lui donner, comment dire encore, une pomme de terre déjà épluchée. Vous lui apprenez à éplucher. Comme le disent les Chinois, avant de donner à quelqu'un du poisson, apprends-lui comment dire encore, à pêcher. Mais si vous lui donnez tout le temps du poisson, il ne pourra rien faire. Si vous lui donnez tout le temps une noix de coco cassée, il ne pourra pas le faire, mais apprends-lui à casser une graine d'arachide, apprends-lui à, comment dire encore, à casser la graine d'arachide, apprends-lui à siffler, apprends-lui à faire ça, hein, plutôt que de faire à sa place. Laissez-le faire. Il va faire des erreurs, mais vous corrigez et puis vous avancez. D'accord. On a souvent vu dans une famille, bon, le père de famille, je vous l'ai dit, hein, ce père de famille qui ne travaille pas, etc. Mais vous savez très bien, dans nos traditions, nos papas, nos mamans, et quand vous allez à 5 heures du matin en France, par exemple, qui est-ce que vous voyez dans les bus? Ce sont nos papas africains, nos mamans africaines. Hein. Elles sont les premières à se lever. Et c'est là que les jeunes doivent effectivement prendre modèle. Ce sont les premières à se lever pour des travaux qui sont vraiment ingrats, qui sont difficiles, mais sachant qu'ils sont responsables de famille, qu'ils doivent travailler pour gagner leur vie, etc., ils sont obligés de se mettre au travail. Le goût de l'effort, ils ont souvent 2-3 jobs pour avoir un bon salaire, un salaire qui leur permette effectivement de vivre. Hein? Et ça me paraît extrêmement important de le dire. Vous savez aussi, le goût de l'effort, je prendrai les exemples sur l'esclavage avec... comment elle s'appelle encore, Taubira, qui s'est beaucoup battue pendant des années sur la reconnaissance de l'esclavage. Comment dire encore, le génocide rwandais, la colonisation. Des gens se sont battus, Seznec, les gens se sont battus effectivement pour qu'on reconnaisse certains crimes. Mais s'ils n'avaient pas le goût de l'effort, s'ils ne s'étaient pas battus, mais on allait laisser passer comme ça les choses. Il faut se battre pour avoir quelque chose. Tout se mérite. En ce moment, par exemple, hier, c'était effectivement la reconnaissance, c'était l'anniversaire du génocide arménien et les États-Unis font partie effectivement de ces États qui ont reconnu effectivement qu'il y a eu un génocide arménien. Hein? Et donc, depuis plus de 100 ans, les Arméniens se battent à travers le monde pour cette reconnaissance-là. Et beaucoup de pays commencent à reconnaître, et je pense que c'est une très bonne chose, ce qu'on appelle le travail de mémoire. Quand on croit à quelque chose, on se donne les moyens et on y va. Martin Luther King sur le droit des Noirs aux États-Unis, Mohamed Ali, le boxeur, hein, la revanche sociale, ce qu'on appelle la revanche sociale. Il s'est battu, il a eu les goûts de l'effort. Bruce Lee, il a travaillé dur pour avoir ce qu'il a, etc. Tous les gens qui sont devenus riches, ne sont pas riches avec une cuillère en or dans la main. Non. Il y a un grand homme d'affaires en France ici qui disait qu'il avait tout.
Ces enfants, normalement, auraient pu avoir tout ce qu'ils veulent. Mais vous savez, quand ils viennent, ils commencent au bas de l'échelle dans l'usine. C'est-à-dire qu'ils passent du bas de l'échelle et après, pour monter et comprendre la vie, parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux pas gérer, etc. Donc tu comprends la vie des gens. Et j'ai trouvé cette formule extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il l'entraîne à la vie, à la dureté, qu'on n'obtient rien sans rien. Lui, le papa, il s'est battu pour avoir ce qu'il a. Voilà. Les hommes riches ne l'ont pas eu comme ça. Hein. Ils se sont battus pour les avoir. Donc, ils entraînent leurs enfants à voir autrement la vie que la facilité. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ils leur mettent dans leur tête le goût de l'effort. Nelson Mandela, mais il s'est battu longtemps. Aline Sitoé Diatta, Samori Touré, hein, Ahmadou Bamba, hein, Kotch Barma, tout c'est dans notre tradition. Moi, j'aime bien prendre nos traditions, notre culture, parce qu'on a quelque chose dans notre culture et on a tendance à l'oublier. Hein. Nous avons des gens valeureux qui se sont battus, qui se sont défendus pour défendre l'Afrique, leur patrimoine, leur royaume, etc., qui ne se sont pas laissés faire. Donc, le goût de l'effort est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut privilégier, qu'il faut, comment dire encore, qu'il faut privilégier, qu'il faut développer, parce qu'on n'a rien sans rien. Si on laisse les choses se faire simplement, ben, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc, il faut tout un travail, un élan. Hein, il faut du cœur, de l'abnégation, comme on dit en Wolof, du jom, du kersa, du mugne, etc. La volonté, et puis demander. Quand on ne sait pas, on demande. Et le goût de l'effort, c'est tout ça qui nous permet effectivement de pouvoir contribuer à la vie de la société, à la vie du groupe, Alors, on ne peut pas tout savoir, mais quand on a une langue, on peut demander de l'aide, on peut regarder, imiter le voisin, le papa, l'oncle courageux, etc. Comment tu as fait, etc. Et il explique. C'est pourquoi j'aime bien aussi lire les biographies, hein, les auteurs, hein, pour voir comment ils ont fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait comme ça que moi je pourrais faire comme ça, mais en regardant, je pourrais prendre exemple, je pourrais les imiter en adaptant au contexte, etc. Et ça me semble extrêmement important. J'aime bien citer le professeur Djibril Samb, c'est quelqu'un qui est un chercheur assidu, mais qui travaille beaucoup le goût de l'effort. C'est-à-dire que quand il prend un sujet, il traque le sujet, il l'épuise. Hein? Il va faire des croisements, des recherches pour extirper la substance, le meilleur. Et donc le goût de l'effort est quelque chose d'extrêmement important dans nos cultures et il faut que les enfants, on les initie vite à ça. On leur montre le chemin, on leur apprend effectivement à être courageux, à ne pas voler, à respecter les valeurs et à se dire qu'on n'a rien sans rien. Donc il est bon effectivement que le goût de l'effort soit, dans nos tripes. Hein, et nous exercer, nous préparer pour que tout aille bien. Chers amis, voici ce que je voulais dire sur le goût, la notion du goût de l'effort, que c'est à la portée de tout le monde. Il faut tout simplement vouloir. Quand on veut, on peut. On se donne les moyens. On ne va pas réussir tout de suite, mais on réussira si effectivement on se donne les moyens. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez et merci beaucoup.